Bonjour à tous et bienvenue pour la première édition de l'étape Vélo Futé, le nouveau format vidéo de Vélo Futé. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours sur Twitter, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, donc merci beaucoup pour ça. Et pour autant, vous ne nous connaissez pas encore personnellement, donc cette vidéo est aussi l'occasion pour nous de faire connaissance avec vous. Alors je vais faire les présentations rapidement. Donc d'abord, je vais vous présenter Titouan qui est ici, qui est cofondateur de Vélo Futé, rédacteur, community manager, responsable individuel et j'en passe. Donc, comment te sens-tu? Est-ce que tu es content? Hyper motivé, hâte de commencer. Super, parfait. Maintenant, je vais vous présenter le petit dernier, le nouveau de la bande qui est arrivé janvier chez nous. Quentin, alias le Pignon Voyageur sur Twitter. C'est lui qui vous fait découvrir tous les itinéraires cyclo et qui est en charge de la rubrique cyclotourisme. Vous allez apprécier son accent du Sud. Salut Quentin, est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt? Eh ben ouais, je suis prêt, j'ai mes fiches. On peut partir. Et me voici le dernier de la bande, donc Romain, cofondateur de Vélo Futé, rédacteur et également aujourd'hui animateur de cette superbe émission. Nous allons parler Giro, nous allons évoquer le parcours, les favoris, les jeunes à suivre et on terminera avec un petit quiz Giro. Donc Andiamo ragazzi, parlons du Giro et surtout commençons par le parcours. Alors, le parcours, on va l'analyser un petit peu en détail. Je vais demander à toi, Titouan, de nous décrire un petit peu le parcours, de nous donner les clés en deux, trois mots. Comment ça va se passer, de quoi se compose ce parcours, quelles sont les principales étapes. On va dire que c'est un parcours plutôt classique. Voilà, comme d'habitude, la troisième semaine va être vraiment difficile. On a 4 grosses étapes de montagne avec énormément de dénivelé. Donc le Giro, comme à son habitude, devrait se jouer notamment dans la dernière semaine. Après, il faudra pas négliger la première semaine non plus, avec 2 étapes de montagne qui pourraient faire la différence, et puis évidemment ce chrono dès le départ qui pourrait nous donner des indications sur qui est en forme et qui ne l'est pas. Super. Et alors, toi, Quentin, justement, sur cette première étape, on a vu qu'il y avait déjà cette première semaine, il y avait déjà quelques petits cols. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Où est-ce que ça va se jouer? Quels sont les points clés de cette première semaine? Déjà, la première semaine, comme disait Titouan, ça va tellement, à mon avis, se décanter par la suite du Giro qu'on ne devrait pas assister à des grandes manœuvres. Je vais dire qu'il y a 2 étapes un petit peu clés. Il y a la première arrivée en altitude avec un col à 4 km à 10% entre l'étape de Piacenza et de Sestola. Donc, on devrait avoir peut-être quelques écarts et voir des favoris en difficulté d'entrée. Et ensuite, il y a l'étape 6 où il y a vraiment la grosse arrivée à Ascoli Piceno dans le San Marco. Donc là, c'est plutôt un col roulant, 15 km à 6%. Mais on sait dans le Giro que certains leaders peuvent exploser très rapidement et notamment perdre le Giro la première semaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Titouan. Complètement. Souvent, les premiers cols sont très révélateurs des formes actuelles. Il y a beaucoup de coureurs qui essaient d'être en forme pour la troisième semaine. Je pense par exemple à un coureur comme Romain Bardet qui arrive moins en forme que certains, sûrement pour être prêt pour cette troisième semaine. Et malheureusement, c'est là que ça pourrait faire la différence aussi au départ avec du retard de prix. Donc on n'espère pas du côté de Romain Bardet, mais voilà, c'est en tout cas certains candidats ne vont pas gagner le Giro en première semaine, mais certains vont le perdre. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc très clair pour cette première semaine. Ensuite, dès la deuxième semaine, on attaque sur des étapes un peu plus montagneuses, un peu plus vallonnées, avec une étape type Strade Bianche. Tu nous disais, Titouan, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Il va y avoir des passages dans la terre. En fait, cette étape a déjà été courue en 2010. C'est Cadel Evans qui l'avait remportée. C'était vraiment une étape dantesque et magnifique. Et on se rappelle qu'à cette époque, Vincenzo Nibali notamment avait perdu près de 2 minutes sur Cadel Evans, donc déjà ça avait fait de gros écarts. Et puis en plus de ça, évidemment, par rapport au Strade Bianche, les cols sont plus longs, donc ça risque vraiment d'être dantesque. D'accord. Et après, une fois qu'on aura fait cette étape-là, ça sera de la haute montagne pure. Je crois qu'il y a du spectacle. Je pense notamment aux Oncolan, un habituel juge de paix. Quentin, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs ascensions. Là, c'est pas l'ascension traditionnelle. Est-ce que tu peux nous décrypter ce col? Oui, alors le Zone Collant, je pense que ça parle à tout le monde. Hein. C'est un petit peu l'équivalent de l'Angliru pour la Vuelta. En fait, il faut savoir que le Zone Collant, il y a 3 ascensions possibles. Là, on part dessus Trio, donc c'est pas le versant le plus dur. Néanmoins, ça reste un sacré monstre. Pourquoi? On est sur une montée qui fait 14 km à 8,5%. Sur le papier, on peut trouver plus dur. Cela dit, c'est un col qui est très irrégulier. On sait que les cols irréguliers,
c'est beaucoup plus dur pour les monter, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à avoir de rythme. Ça peut poser des difficultés aussi parce qu'on part sur des forts pourcentages à un moment donné. On peut partir même sur du 20%. Je pense que ça peut être au détriment de certains favoris, on va dire des grimpeurs rouleurs qui sont beaucoup moins à leur aise, et ça permettra surtout aux coureurs un petit peu plus légers de faire des différences. Les 4 derniers kilomètres sont à 13,5% de moyenne. Là-haut, normalement, il ne devrait pas faire très chaud. Par contre, c'est plein vent. S'il pleut, franchement, ça va être un gros chantier. Il va se passer des choses aux zones collantes. C'est pas le versant le plus dur, mais attention, les 8,5% sont très trompeurs. Et sur la suite, ça ne va pas s'arranger sur les dernières étapes de montagne. J'ai compris que 16, 17 et 20, ce seraient des étapes assez costauds. Oui, surtout l'étape 16 et 20, on était d'accord avec Titouan, qui nous dira un mot là-dessus. En fait, ce sont des étapes qui vont marquer le Tour d'Italie déjà parce qu'il y aura eu le zone colline avant. Juste avant aussi, il y aura eu plein d'arrivées un petit peu en côte et des étapes très cassantes. Là, on va passer sur des cols à plus de 2000 mètres. On sait que les coureurs ont des difficultés à partir de 1800-1900 mètres parce qu'il y a un taux d'oxygène qui est moins important. Donc, certains pourront être beaucoup plus à l'aise que d'autres. Il y a aussi des dénivelés importants, notamment sur l'étape 16 où on va quasiment frôler les 6000 de dénivelé positifs sur 200 km. C'est énorme. Il y a des cols qui font 13 km à 7,5%. Attention, je pense que là, ça peut causer des dégâts. Moi, je mettrai un petit billet sur l'étape 16. Je pense que c'est le jour où il faut poser son RTT. À mon avis, il va se passer des choses. Et Titouan est plutôt chaud sur l'étape 20. Je suis plutôt chaud sur l'étape 20. Après, pour revenir à l'étape 16, elle va être vraiment intéressante parce que, comme tu l'as dit, il va y avoir énormément de dénivelé. Et puis, ça va arriver le lendemain d'une journée de repos. Et on sait que généralement, beaucoup de coureurs ont des difficultés à remettre le moteur en marche après une journée de repos. Et en plus de ça, il y aura un col dès le départ. Donc là, ça pourrait être très casse-pattes. Et on peut très bien voir une énorme défaillance à la Simon Yates en 2018, quoi, dans le style un petit peu. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette étape 16, elle va être marquante pour les quelques jours suivants. Et notamment l'étape 17, dès le lendemain, avec une dernière ascension dont tu as parlé de Simon Yates très récemment, à 10 km à 10%. Donc, tout le dénivelé qu'on aura fait la veille, il va se faire ressentir dans les jambes le lendemain. Et là, ça pourrait faire mal au niveau des temps. Ouais, en sachant que sur l'étape 17, voilà, c'est un col, il y a plus de 12% de moyenne sur 2 km. Avec ce qu'ils se sont mangés la veille, c'est sûr que ça va piquer. Ah, ça va piquer. Et puis alors, pour en revenir à l'étape 20, pourquoi moi j'ai une grande confiance et je suis vraiment impatient de voir cette étape, c'est qu'en fait, c'est la seule qui va enchaîner les cols sans vallée. Donc vraiment, c'est peut-être la seule étape où on pourrait assister à du mouvement de loin. On pourrait imaginer un coureur comme Mikel Landa tout tenter à la manière d'un Carapaz en 2019, partir dans l'avant-dernier col, faire rouler son équipe à bloc dans le premier pour essayer d'aller chercher les dernières secondes et puis aller chercher la victoire en pur grimpeur. Évidemment aussi pas rater le dernier contre-la-montre parce qu'on se rappelle que lorsque Nairo Quintana avait le maillot rose, Tom Dumoulin était allé lui chercher le dernier jour. Donc rien ne dit qu'il y a un scénario pas similaire, voilà, avec un coureur qui a le maillot rose comme Mikel Landa et qui se le fasse piquer par. Comme l'année dernière aussi. Hein. Clairement. Pitons-en, vu que le Tour ne veut plus nous en offrir depuis 89 des chronos en dernière étape. Super. Donc, on a bien décrypté le parcours. Vous avez maintenant toutes les clés pour lire un peu la carte du Giro. Maintenant, parlons des favoris. Richard Carapaz en 2019, Tao Geoghegan Hart en 2020. Les deux dernières éditions du Giro nous ont réservé de belles surprises. Qu'en sera-t-il en 2021 ? On vous a concocté une petite liste de favoris, ceux que nous voyons être au-dessus pour cette édition. Alors, Bernal et Yates, ce sont les deux favoris. Titouan, pourquoi est-ce qu'on les a placés comme ça ? Qu'est-ce qui te permet de dire que ce sont vraiment les deux favoris et surtout après, qui sont les outsiders ? Déjà, Yates, c'est assez évident, vu sa démonstration sur le Tour des Alpes et sa forme globalement correcte depuis le Tirreno. On voit qu'il monte en puissance. On se dit que là, on a du mal à l'imaginer être hors du coup. C'est vrai qu'il a vraiment fait une bonne préparation. Son Giro 2018, on l'a évidemment encore en mémoire, mais il faut se rappeler que par la suite, il avait gagné la Vuelta. Donc maintenant, sur les 3 semaines, il sait y faire. Et aujourd'hui, c'est quand même un sérieux prétendant, le gros prétendant, surtout Egan Bernal, qu'on a mis parce que c'est le vainqueur du Tour de France 2019, parce qu'évidemment, c'est un redoutable grimpeur, mais le souci c'est qu'il a des problèmes physiques, notamment au dos. On ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. On est pas mal dans l'inconnu à ce niveau-là. Donc Bernal, on l'a mis au niveau d'Yest.
mais ça dépendra de quel Bernal on aura évidemment. En sachant que Yates est très revanchard par rapport à son Giro 2018, Ouais, complètement. il a dit lui-même qu'il avait une revanche à prendre sur le Giro. À mon avis, il va arriver armé. Super. Et alors toi, Quentin, qui est-ce que tu vois? Est-ce que Landa, par exemple, ou Vlasov, t'aimes bien en parler? Pourquoi tu crois en eux? Lequel vois-tu inquiéter ces deux têtes d'affiche? Landa, il en a parlé tout à l'heure, Titouan, parce qu'on sait que c'est un bon grimpeur et parce qu'il est très offensif. Donc, c'est vrai qu'il peut retourner un Giro sur une étape, même si moi, je ne le vois pas aller si haut. Vlasov, il nous fait une très bonne impression. Il a fait un super début d'année, hein. Il monte en puissance. Il monte en puissance. J'ai un petit peu peur pour lui sur les montées vraiment très raides, parce que je pense qu'il il a un profil un petit peu moins grimpeur que, par exemple, que Yates. Il est un petit peu plus lourd. Euh, mais pourquoi pas sur un concours de circonstances. Et puis alors moi, c'est Chavez. Chavez, je le vois bien. Je sens qu'il est en forme. On voit qu'il a fait aussi une belle campagne de classique. Ça ne m'étonnerait pas qu'un Chavez qui est sud-américain, qui passe bien l'école depuis 2000 mètres, soit parmi le top 5. Ouais. Ouais. Et alors, il y a un autre coureur qui avance vraiment masqué et dont on n'entend plus du tout parler depuis son Tour 2019, c'est Emmanuel Buchmann. Là, il tente le Giro pour la première fois. Je rappelle qu'aucun Allemand n'a remporté le Tour d'Italie dans l'histoire. Euh, Est-ce que ça peut pas être la surprise finalement et le plus gros prétendant, le plus gros adversaire des deux cadors? Alors la surprise non, parce que voir Emmanuel Buchmann sur le podium, ce ne serait pas une surprise. Ce serait finalement la suite logique de sa 4e place sur le Tour de France. Mais clairement, ça va être un redoutable prétendant, surtout qu'il va avoir une belle équipe. Il y aura un gros Schartner qui a montré qu'il était en forme. Le jeune Fabro aussi, enfin le jeune, 26 ans, Fabro, qui sera là pour l'épauler en montagne. C'est un excellent grimpeur, c'est pas un mauvais rouleur. Il sait y faire sur 3 semaines. Donc oui, Buchmann, ce sera vraiment un acteur majeur de ce Giro. J'ai envie de dire aussi Dan Martin. Moi, j'aime beaucoup son profil, même s'il n'est pas toujours super beau à voir. Il donne tout et c'est un excellent Il est puncher. sacrément laid à voir, ouais, ça c'est sûr. Mais il y a quelques arrivées où il pourrait aller chercher quelques bonifs qui pourraient être intéressants. Ouais. En fait, Dan Martin, il peut aller chercher des bonifs sur les arrivées de 4 km à 10% ou des choses comme ça. Après, sur les grands cols, plus de 2000 mètres, Dan Martin, à mon avis, il explose en plein vol. On verra. On verra. Et alors pour terminer sur ce parterre d'outsiders, parlons un petit peu des Français, et notamment de Romain Bardet. Euh, Première année pour lui dans une équipe étrangère, chez le team DSM, après 10 ans chez AG2R. Est-ce que vous pensez qu'il peut viser le podium? Est-ce que c'est un objectif réalisable ou est-ce que c'est encore trop tôt et c'est encore une année d'adaptation pour lui? Oh non, non, moi je vois pas d'année d'adaptation. Je pense clairement qu'il peut être un candidat aussi au podium. Pourquoi pas pour la victoire, hein. On a dit il y a des grands cols en 3e semaine et Romain Bardet aime être en forme en 3e semaine. Donc non, il peut faire basculer le Giro, hein, surtout dans ses descentes aussi, puisqu'il est très adroit en descente et que sur certaines étapes, il y aura vraiment des descentes très sinueuses. Donc non, Romain Bardet, on y croit fort. On l'adore et on est persuadé qu'il peut faire quelque chose de grand. Maintenant, on ne veut pas non plus dire que c'est le grand favori, mais c'est clairement un candidat au podium. Ouais, puis il sera là. Puis je pense qu'une étape là où il y a le Passo Gio, la descente avec ses lacets, il peut faire la différence. Il a fait un gros bloc d'entraînement en début d'année. En fait, il est parti 2 fois 15 jours à peu près au TID. Donc forcément, là, autour des Alpes, il était émoussé. Par contre, il sera là, ça c'est certain. Le fait de changer d'équipe aussi, à mon avis, ce n'est qu'à son avantage. Ouais, il faudra juste voir comment se passe la relation, en fait, le co-leadership avec Jay Hindley, 2e l'année dernière. Alors nous, Jay Hindley, enfin moi personnellement en tout cas, j'ai pas une grande confiance en Jay Hindley. Je pense pas que ce soit, en tout cas pour cette année, le coureur qui puisse gagner le Giro. Et donc du coup, je crois au fait que Bardet ait sa chance, mais j'espère juste que voilà, il se mettra pas à rouler pour Hindley et il faudra qu'il fasse un très bon chrono d'entrée pour prendre ce leadership. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Remco Evenepoel parce que Remco c'est évidemment le facteuriste, la grosse inconnue. Il n'a pas roulé depuis le Tour de Lombardie et ça a son énorme chute. C'est un potentiel énorme. On sait qu'il est capable de gagner le Tour d'Italie, mais dans les conditions actuelles, comme beaucoup le disent, je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Déjà, s'il arrive à rentrer dans le top 10 après une grosse dernière semaine parce qu'il sera monté en puissance, qu'il aura accumulé des kilomètres, pourquoi pas. Ça serait miraculeux. Mais voilà, le voir monter sur le podium ou remporter le Giro, ce serait vraiment, vraiment incroyable. Et pour clore le chapitre un peu des Français, donc on a déjà parlé de Romain Bardet qu'on voit très haut viser le top 5. Il y a 2 autres Français dont on aimerait parler rapidement, donc Clément Champoussin,
qui pourrait faire partie des meilleurs jeunes, mais bon, la concurrence est tellement rude, on le verra juste après, que ce sera difficile d'accrocher le maillot. Et toi, Quentin, tu as aussi voulu parler de Nicolas Hédé, que tu sentais bien pour une victoire d'étape. Ouais, alors bon, déjà, si Nicolas Hédé gagne une étape, ça serait fabuleux. Je pense qu'il sera dans les échappées. Forcément, il aime la montagne, il grimpe bien. Pourquoi pas aller chercher un maillot de meilleur grimpeur, bien qu'en général, ce sont les Italiens qui prennent ce plaisir-là. Mais ça serait bien pour Cofidis, ça serait bien pour les Français. Et puis il l'a fait, hein. Il l'a fait d'aller chercher un maillot de la montagne sur la Vuelta déjà. Donc Exactement. voilà. Donc ça, c'est pas impossible, hein. Mais après, voilà, à part gagner une étape, ça serait déjà fabuleux pour lui. Hmm. Je le vois pas faire mieux, quoi. Super. Et Champoussin, Bah, Champoussin, il a fait une super Vuelta l'année dernière. Il a fait un très bon début de saison. Il a un peu calé par la suite sur les courses à étapes qu'il a faites. Puis c'est un très bon grimpeur, un poids plume qui devrait être à l'aise sur les gros pourcentages. Donc à ce niveau-là, ça pourrait être joué en sa faveur. Et puis il sera pas forcément très surveillé. Donc s'il est un peu loin, autour de la 12e, 13e place, il y a moyen qu'il ait de quoi prendre des échappées en fin de semaine et pourquoi pas rentrer dans le top 10, on ne sait jamais. Super. Et alors, vos petits paris à vous pour le général, qui gagnera le Tour d'Italie cette année? Ouais, Yates, mais bon, il est capable de prendre 30 minutes sur une étape, donc on ne sait jamais. Et après, peut-être aller Evenepoel, si les 40 leaders se cassent la gueule dans une descente. Non, moi, je vois bien Chavez. Allez, je mettrai une petite pièce sur Chavez. Sur le podium? Non, même la victoire. Ah ouais. Ah oui, là t'es confiant. Non, mais il est dans la même équipe que Simon Yates quand même, donc ce serait assez impressionnant, quoi. Oui, mais comme Yates peut passer complètement au travers. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est possible. Moi, je mets Sinon, ma pièce sur Bourgman, mais bon, je prends moins de risques que Quentin. ouais. Super. Bon, on a parlé des favoris. Chacun peut se faire son pronostic. On en parlera dans 3 semaines, mais maintenant, on peut parler un petit peu des jeunes à suivre. Les jeunes, qui sont les jeunes à suivre? Donc, c'est une spécialité pour nous chez Vélo Futé de parler des jeunes. Tourant, t'en as listé pas mal. Lesquels est-ce qu'il faudra regarder avec un peu plus d'attention? Alors, dans les jeunes qui ne sont pas des surprises, on va avoir les Almeida, Sivakov qui vont être évidemment à suivre. Malgré tout, Almeida, moi j'ai du mal à y croire. Je pense pas que cette année il soit prêt à refaire le coup de l'année dernière. On l'a vu sur le Tour de Catalogne, dès que ça monte haut, Walter 2000 par exemple, Almeida est en difficulté. Faire un top 5 avec la concurrence actuelle, ce serait vraiment costaud, surtout qu'il y a moins de kilomètres de contre-la-montre. Sivakov, il peut avoir sa carte à jouer. Il était très bon sur le Tour des Alpes avant sa chute. Et il peut avoir sa chance si Bernal est défaillant ou son dos, son dos a le dernier mot. On pourrait voir Sivakov prendre le leadership. Et je pense que si Sivakov a le leadership, il y a moyen qu'il fasse quelque chose de sympathique. Et pourquoi pas viser lui le top 5 ou le podium. Et toi, Quentin, du coup, dans cette liste, est-ce qu'il y a un nom dont tu aimerais parler qui attire ton attention et sur lequel tu voudrais parler un petit peu? Oui, il y en a un qui me plaît bien, c'est Ivan Souza. Je pense qu'Ivan Souza, il a déjà démontré par le passé des capacités en montagne, voire même haute montagne. D'ailleurs, dans le même style qu'Ivan Souza, on a le jeune coureur de l'équipe Androni, Jefferson Cepeda. Il a fait un super Tour des Alpes, 4e au général, il grimpe très bien. On sait qu'il a quelques défauts dans le contre-la-montre. Mais bon, à 22 ans, il a toujours la possibilité de s'améliorer. Il a dit lui-même qu'il voulait faire le meilleur classement général possible, donc on a hâte de voir ça. Peut-être que s'il n'est pas dans le coup, il se rabattra sur les classements annexes comme le classement de la montagne. En tout cas, ce sera un coureur vraiment intéressant à suivre. Et alors, pour terminer sur les jeunes, pour la carte FDJ, il y a le petit Attila Walter. Est-ce que c'est qui va pouvoir faire quelque chose sur ce Giro ou est-ce que ce sera simplement de la découverte pour l'instant? Avec l'absence de Thibaut Pinot récemment, je pense que Attila Walter va avoir sa chance et c'est à lui de montrer qu'il est en capacité d'assumer le leadership. Moi, je crois assez en lui. Je pense que voilà, il va pas faire un top 10, mais il va s'accrocher. Attila qui réussit bien en Italie, ce sera pas la première fois surtout. C'est pas la première fois. Super. Des cailloux, ça m'énerve! Le coureur que j'aimerais surveiller, il y a d'abord Tobias Foss. Il n'a pas montré de certitude ou quoi que ce soit, mais il faut se rappeler que c'est quand même le vainqueur du Tour de l'Avenir.
Il révèle généralement les grands champions. Hein. Toujours une bonne référence. Voilà, toujours la référence, surtout ces dernières années avec Pogacar. Bernal un aussi. excellent rouleur. Je pense qu'honnêtement, il peut faire le top 5, voire mieux sur la première étape et sur la dernière étape. Donc à partir de là, déjà, il prendra un petit peu d'avance sur d'autres coureurs. Donc voilà, Fausse, on ne sait jamais, il sera surveillé. Même s'il n'est pas là pour le général, on pourrait au moins le voir briller sur les contre-la-montre. On va quand même aussi parler des Belges, parce que sinon nos amis belges vont être en colère. Mais il y a surtout avec Vanouk. Ouais, voilà, il y a quand même le petit Vanouk qui est quand même très à l'aise en montagne, qui a fait un très bon Giro l'année dernière. Il a craqué un peu à partir de la deuxième semaine. Bon, il était en phase d'apprentissage aussi, mais cette année, il est de nouveau très régulier. Il était là en montagne. Il tenait assez longtemps. Donc voilà, Harm Vanouk, ça peut être aussi la très bonne surprise de ce Giro. Super. Donc, on a décrypté le parcours, les favoris, les jeunes à suivre. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec un peu d'histoire et un petit jeu. Alors, le principe est simple. Vous allez devoir trouver les 10 coureurs qui ont fini dans le top 10 du Tour d'Italie 2011. Attention, précision importante, Alberto Contador a été disqualifié, ne compte pas. Vous avez chacun 3 vies. À chaque mauvaise réponse, vous en perdez une, et puis le premier qui perd toutes ses vies a perdu. On va commencer avec Quentin. Après toi, Giro 2011. Alors je pense que je ne prends pas trop de risques à Nibali. Nibali deuxième. Bien joué. Bah, moi, du coup, le vainqueur qui l'emporte sur tapis vert, Michele Scarponi. Bien joué, Scarponi. Il n'était pas loin, il était qu'à 24 secondes. Mais... D'accord, il doit y avoir... il y a peut-être du Purito, quelque chose comme ça qui doit traîner. Purito, effectivement, quatrième à 4,55 de Scarponi. Est-ce que c'était pas l'année d'un Français assez étonnant aussi dans le top 10 qui était très bon grimpeur? C'est possible. John Gadret, par exemple. Bien joué, bien joué. Là, on ne l'oubliera jamais celui-là, je crois. John Gadret. C'est vrai que c'est pas la plus grosse surprise de ce top 10 quand même. Ouais. Bien joué. À toi, Quentin. Il y a peut-être Igor Anton. Igor Anton n'est pas dans les 10 premiers. Merde. Il termine 17e. D'accord. Emmanuel Essela. Et non, il n'est pas dans le top 10. J'aurais bien tenté celui-là. Ouais. Il n'est pas dans le top 10. Je regarde, il n'est même pas dans le top 20, de toute façon. Bon, ok. Est-ce qu'on a droit à des petits indices ou pas? Des petits indices, bon. Du 5 au 10, il y a 3 pays de l'Est de l'Europe. Ah, il doit y avoir Kreuziger. Bien joué, 5e Kreuziger. Ouais. Bien joué. Il doit faire maillot blanc ou un truc comme ça. Exactement. Il fait maillot blanc sous le maillot Astana à 5 minutes de Scarponi. Est-ce qu'on n'aurait pas Rosé Urano? Bien joué, 6e. Vous le faites dans l'ordre, c'est nickel. Urano. Ah oui, d'accord. Urano de l'équipe Androni, 6e. Un espagnol, 2000. Nieve. Bien joué. Bien joué. Il est sur le Giro, lui. Ouais. Bien joué. Nieve, par contre, lui, il fait 10e cette fois. J'allais dire David Arroyo, mais David Arroyo, c'était en 2010. Voilà, il finit 2, je crois. Donc, il vous reste le 7, le 8, le 9. 7, le 8, le 9. Donc, vous avez 2 représentants de l'Europe de l'Est. Très, très chaud. Mais si je vous donne les nationalités, ce sera plus drôle. Ah, mais je pense qu'il va falloir. Ça risque de durer longtemps. Sinon. Ah ouais, là. Allez, Titouan. Allez, c'est perdu pour Titouan. Denis Menchov. Bien joué, Denis Menchov, 7e du Giro. 7e du Giro, bien joué. Il vous reste le 8 et le 9, Quentin, donc un néerlandais et un autre dont je ne divulguerai pas la nationalité. Robert Gesink. Raté. Ce n'est pas Robert Gesink. Il ne te reste plus qu'une vie, Quentin. À toi, Titouan. Plus que 2 coureurs à trouver. Le néerlandais, il courait sous les couleurs de la Rabobank à l'époque. Donc, il a réussi à attraper un podium en grand tour. Très récemment. Ah, je l'ai. Steven Kruijswijk. Bien joué, Steven Kruijswijk. J'étais pas sûr, je me disais 2010, ça remonte quand même. Ouais, il est plus tout jeune, hein, celui-là. Il a au moins 33 ans. C'est vrai qu'il a 33 ans. Il était jeune à l'époque, du coup. Ah ouais, tout à fait. 22, 23 ans. Bon, et alors là,
Quentin, bon courage pour trouver le dernier. Alors, on peut avoir un indice parce que Il courait sous les couleurs de l'HTC Air-Road à l'époque. Bon, il a été champion national sur route et en contre-la-montre, mais c'était pas trop compliqué. Il a remporté une étape du Tour d'Italie. Il est passé par la Sky de 2012 à 2015. Bien sûr. C'est bon, arrête-toi là, Romain. Arrête-toi là. je l'ai pas. Je vais dire une connerie. Kirienka. Ah, t'es pas oui, loin. c'est ça. Non, Vasile. non. C'est pas Vasile. C'est pas Kirienka, mais t'es pas loin du tout. T'es pas loin du tout. C'est pas Ça y est, Vasile. je l'ai. Ouais, ok, c'est bon. C'est son frère ou son cousin germain. Bon, Bon, bah allez. vas-y. Allez. C'est bon, Constantine Sioutsiou. Setziou. Voilà. Il a un nom d'art martial, le mec, mais il fait du vélo. Bien Il sûr, termine. Constantine. Il termine dans le top 10 à la 9e place du Tour C'était dur. d'Italie. C'était vraiment dur. C'était hard. Voilà, très hard. Merci pour ce quiz. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez remporter le livre Giro de Pierre Carré. Qui est très bien d'ailleurs. Donc voilà, super bouquin historique qui refait l'histoire du Giro avec des anecdotes et des passages très, très intéressants. Donc aux éditions Hugo Sport en poche. Donc il est à remporter sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et vous pouvez remporter ce livre et le recevoir chez vous. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis durant toute cette émission. J'espère que vous avez reçu toutes les cartes et que vous avez apprécié de nous écouter parler vélo et parler de Giro pendant tout ce temps. Donc, merci beaucoup et puis n'oubliez pas de nous suivre sur Vélo. Merci. Salut. Ouais.